Papa dort depuis 3 jours et ne s'est pas réveillé, a dit le petit garçon de 4 ans en appelant la police. Thomas. Ouvre cette porte maintenant, espèce de profiteur. Prépare-toi à faire tes valises et à ficher le camp de ma maison. La voix d'Anthony siffla depuis le couloir tandis que ses pieds frappaient à plusieurs reprises la porte en bois délabrée. À l'intérieur de l'appartement plongé dans le noir, Thomas était assis par terre, se tenant le dos, les lèvres serrées. Son dos le lançait de douleur, des spasmes le traversant et le faisant transpirer à grosses gouttes malgré le froid de l'hiver. Ses yeux cernés se tournèrent vers Léo, qui était recroquevillé sous un tas de couvertures en haillons sur le lit. Thomas essaya de se lever, s'appuyant sur le mur en titubant vers la porte. « Monsieur Anthony, s'il vous plaît. Mon fils dort. » « Je m'en fiche. Vous avez 3 semaines de retard sur le loyer et vous voulez encore dormir paisiblement. Espèce de parasite. S'il vous plaît, donnez-moi juste quelques jours de plus. J'attends une réponse pour une candidature d'emploi. » Attendre. Qui vous embaucherait? Quelqu'un comme vous devrait mendier dans la rue. Thomas serra les poings, luttant pour rester calme. Je trouverai une solution. J'ai juste besoin d'une semaine de plus. Anthony frappa la porte de sa paume. Une semaine de plus. Rien n'est gratuit. Écoutez-moi bien. Je coupe l'électricité demain matin. On verra comment vous survivrez à l'hiver. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mon garçon va geler. Vous devriez vendre votre lit, votre armoire. Payez-moi avec ça ou dormez dans la rue. Les pas lourds d'Anthony résonnèrent dans les escaliers, laissant derrière une atmosphère lourde de peur et d'humiliation. Thomas s'adossa au mur et glissa lentement jusqu'au sol, expirant de douleur. Il ne voulait pas que Léo se réveille. Il ne voulait pas que son fils entende ces mots cruels. Mais les oreilles des enfants sont toujours plus fines que ce que les adultes attendent. Léo ouvrit lentement les yeux, s'assit et serra sa petite voiture en bois. « Papa, est-ce que cet homme te criait encore dessus ?» Thomas rampa jusqu'au lit et caressa doucement la tête de son fils. « Ce n'est rien. Il est juste en colère, c'est tout. »« Ça fait mal ?» demanda Léo en touchant l'épaule de son père. « Un peu, mais ça va. Sois un gentil garçon et rendors-toi. »« Peux-tu me chanter une chanson ?» murmura Léo, les yeux remplis de larmes. Thomas se força à sourire. Il enlaça son fils et commença doucement à chanter la berceuse que sa propre mère chantait à Léo. « Dors maintenant, mon bébé. Dors si doucement. » Sa voix était brisée par la douleur, mais il persévéra à travers chaque couplet, s'accrochant à cette fragile mélodie pour son petit garçon en cette nuit glaciale. Le lendemain matin, comme Anthony l'avait menacé, le courant fut coupé. La pièce, déjà humide et sinistre, devint terriblement froide. Pas de chauffage, pas de lumière, pas de cuisinière électrique. Tout fut englouti dans une obscurité glaciale et sans vie. Thomas tituba jusqu'à la porte, avec l'intention de courir vers le boîtier électrique, mais l'escalier était verrouillé. Il savait qu'Anthony l'avait fait exprès. Se tenant le ventre, la douleur irradiant de son dos jusqu'à ses jambes, Thomas pouvait à peine se tenir debout. Il retourna à l'intérieur et chercha des bougies, il n'en restait que 2 petites. Il en alluma une. Sa faible lumière vacillante reflétait leur chance vacillante de survie. Léo se recroquevilla dans les couvertures, les dents claquant. « Papa, il fait si froid. »« Je sais. Juste un peu plus longtemps. Je vais arranger quelque chose. » Thomas enleva son mince manteau et le posa sur Léo. Puis il fouilla dans tout ce qu'il pouvait trouver à brûler. De vieux journaux, des boîtes vides, même des livres en lambeaux. Il attrapa une petite casserole en aluminium, y alluma un feu et la plaça au centre de la pièce, essayant de générer un peu de chaleur. La fumée remplit bientôt la pièce, faisant tousser violemment Léo. Thomas ouvrit rapidement une fenêtre. Le vent glacial s'engouffra, le faisant frissonner de manière incontrôlable. Mais il n'osait pas la fermer, la fumée pourrait étouffer Léo. Cet après-midi-là, Thomas frappa aux portes des voisins, implorant de l'aide. Personne ne répondit. Seule Madame Hélène, une femme d'âge mûr de l'étage, ouvrit légèrement sa porte, les yeux méfiants. « Thomas, qu'y a-t-il ? S'il vous plaît, puis-je avoir de l'eau chaude pour mon fils ?
Le courant est déjà coupé, hein, demanda-t-elle, sans surprise. Thomas hocha la tête, une main toujours crispée sur son dos. Elle soupira. Attendez ici. 5 minutes plus tard, elle descendit avec un thermos d'eau chaude et 2 sacs de pain sec. C'est tout ce que je peux donner. J'ai aussi du mal. Merci. Vous êtes si gentille. Ne me remerciez pas, priez pour qu'Anthony reçoive ce qu'il mérite. Je ne suis même pas sûre qu'il ait un cœur. Cette nuit-là, Thomas prépara des nouilles instantanées avec l'eau chaude. Léo était assis tranquillement, ne disant rien. Ses yeux étaient secs. Il n'avait plus de larmes à pleurer. Il mâchait chaque bouchée lentement, comme si cela lui demandait toutes ses forces. Demain, je t'emmènerai au parc. Il y aura du soleil, dit Thomas, essayant de paraître joyeux. Léo leva les yeux. Il y aura un camion de bonbons? Thomas eut un faible sourire. Oui, si tu es sage, peut-être que je pourrais t'en prendre un. Léo hocha la tête. J'aime le parfum à la fraise. Thomas regarda son fils et sentit son cœur se briser, non pas à cause de la pauvreté, mais à cause de l'impuissance. Il ne pouvait pas protéger Léo du froid, de la faim ou de la cruauté de quelqu'un comme Anthony. Il se dit, si seulement je pouvais mourir, peut-être que quelqu'un d'autre s'occuperait de Léo. Mais qu'il aimerait comme je l'aime. Un jour passa, puis un autre. Chaque matin, Thomas se réveillait plus faible. Il mangeait à peine, donnant tout ce qu'il avait à Léo. Sa douleur au dos s'aggravait, sa respiration devenait difficile, et une faible fièvre commençait à couver. Léo resta à ses côtés tout le temps. Le petit garçon pliait les couvertures, ramassait les déchets, essuyait la vitre avec sa manche, innocent mais d'une détermination déchirante. La 3e nuit, Thomas ne pouvait plus se lever. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres gercées, sa respiration superficielle. Léo le secoua. « Papa, j'ai fini de dessiner le camion de bonbons. Regarde. » Thomas ne répondit pas, « Papa. » Léo le secoua plus fort, puis éclata en sanglots, hurlant dans l'appartement sombre. « Papa, ne dors plus. » Pas de réponse. Léo resta à ses côtés toute la nuit, tenant sa main froide, tremblant en murmurant, « Je suis sage. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. » Le lendemain matin, Léo se leva tôt. Il regarda son père, toujours immobile. Puis il se souvint de ce que son père lui avait appris sur la façon de passer un appel téléphonique. N'appelle que si c'est une urgence, Léo. 911, tu te souviens? D'accord. Il s'approcha nerveusement du téléphone fixe, la main tendue vers les boutons. Il prit une profonde inspiration et composa. 9-1. L'obscurité dans l'appartement s'épaissit, non seulement à cause du manque d'électricité, mais aussi à cause du silence étrange qui recouvrait chaque recoin. L'appartement numéro 13 ressemblait maintenant à une tombe gelée, un endroit où même les rêves gelaient. Léo était assis à côté de son père, portant toujours son pull trop grand, serrant la petite voiture en bois que Thomas avait fabriquée. Ses yeux étaient secs. Plus de larmes. Plus d'énergie pour pleurer. Juste un regard vide fixé sur le visage de Thomas, espérant qu'il respire, qu'il cligne des yeux, qu'il dise son nom, mais rien. 3 jours déjà. Papa, j'ai mangé tout le pain. Hier, j'ai mangé les 2 derniers morceaux, murmura Léo comme s'il parlait à l'air. Son estomac regargouilla à nouveau. Il ne restait qu'un peu d'eau dans la bouteille. Une eau froide au goût métallique qu'il devait siroter lentement pour ne pas s'étouffer. Le lait était fini. Les nouilles ne pouvaient pas être cuites. Et même s'il le pouvait, il n'oserait pas laisser son père longtemps. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Je serai sage maintenant. Je ne jouerai plus. Thomas restait immobile. Léo se leva, tituba vers l'évier. Il attrapa un gobelet en plastique fissuré et essaya de le remplir d'eau du robinet. L'eau sortait faible et lente. Il fallut près de 5 minutes pour remplir une demi-tasse. Il la ramena et la tint près des lèvres de son père. « S'il te plaît, bois. Tu dois te réveiller si on veut trouver le camion de bonbons. » Mais la main de Thomas resta froide. La 3e nuit, Léo s'allongea près de son père, serrant le corps glacé comme si c'était la dernière braise restante.
L'air était épais de vieille fumée, de moisissure, de froid et de peur. Il regarda par la fenêtre sombre, pas de lune, pas de lampadaire, pas un bruit. Il n'avait jamais vu le monde aussi silencieux, comme si tout avait cessé de respirer en même temps que son père. Léo marmonna. Demain, j'appellerai le camion de bonbons. Papa aime ceux à l'orange. Il s'endormit de faim et de froid juste à côté du corps qui n'avait plus de chaleur. Le lendemain matin, Léo se réveilla tôt. Une pâle lumière filtrait à travers la fenêtre poussiéreuse. Il savait qu'il n'avait plus le choix maintenant. Il se souvint de ce que son père avait dit. Si quelque chose de grave arrive, appelle le 911. Parle clairement. Dis, je m'appelle Léo. Mon papa s'appelle Thomas. Je suis à la maison, n'aie pas peur. Il se leva tranquillement et se dirigea vers le téléphone fixe. La poussière recouvrait son cadran, mais le voyant de signal était toujours allumé. Au moins, il fonctionnait encore. Mon papa, il dort depuis une éternité. Il ne veut pas se réveiller. Léo sanglota, la voix brisée. Mon chéri, peux-tu ralentir pour moi? Où es-tu en ce moment? La voix de l'opératrice passa instantanément à une inquiétude alarmée. Je m'appelle Léo. Mon papa s'appelle Thomas. Nous habitons dans le quartier de Sunflower Street, au numéro 13. Mon papa ne veut pas se réveiller. J'ai faim. Ne raccroche pas, mon chéri. J'envoie de l'aide tout de suite. D'accord. Bureau de police du 9e district de Chicago. Lucie alluma l'imprimante, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. Son service commençait par des rapports fastidieux et un téléphone qui ne cessait de sonner. Jeune officier avec seulement 2 ans de service, elle avait l'habitude de prêter une attention particulière aux choses que les autres considéraient comme normales. C'est pourquoi, lorsque la transcription d'un appel d'un garçon nommé Léo atterrit sur son bureau, elle fronça les sourcils. Probablement un gamin qui s'amuse, non? Haussa les épaules un collègue. Non, quelque chose ne va pas, répondit Lucie, prenant elle-même en charge la mission de contrôle de bien-être. Même si ce n'était qu'une visite de routine, son instinct lui disait que cet enfant avait besoin d'aide. La ruelle menant au quartier de Sunflower Street était étroite et humide. L'appartement numéro 13 se trouvait au 2e étage, l'escalier rouillé craquant sinistrement à chaque pas. Lucie frappa à la porte. Police. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Elle colla son oreille à la porte, puis appela une équipe de secours pour l'enfoncer lorsqu'elle entendit de faibles gémissements et la respiration laborieuse d'un enfant à l'intérieur. La porte s'ouvrit violemment. La puanteur de nourriture en décomposition, de moisissure et d'ordures la frappa en plein visage. Retenant sa respiration, Lucie entra, levant une main pour se couvrir le nez. Sur un petit lit poussé contre le mur gisait Thomas, complètement immobile, la peau pâle, les lèvres bleu-violet. Léo était assis à côté de lui, serrant la main de son père, ses yeux creux et secs d'avoir trop pleuré. « Es-tu Léo ?» demanda doucement Lucie, s'agenouillant au niveau du garçon. Léo hocha la tête, ses lèvres gercées, la voix rauque de soif. « Mon papa ne veut pas se réveiller. » Lucie appela immédiatement une ambulance. En attendant, elle prit Léo dans ses bras. Il était si léger qu'elle avait l'impression de tenir une veste vide. « As-tu mangé quelque chose ?» demanda-t-elle. Léo secoua faiblement la tête. « J'avais du pain, mais il n'y en a plus. »« Tiens bon, Léo. Je suis là maintenant. » Lucie le serra plus fort, ses yeux s'emplissant de larmes. Dans l'ambulance, 2 ambulanciers se précipitèrent pour stabiliser Thomas. L'un d'eux, nommé Diego, environ 40 ans, originaire d'Atlanta, rassura Lucie. Le rythme cardiaque est faible. Déshydratation sévère, hypothermie. Si nous étions arrivés quelques heures plus tard, nous ne l'aurions probablement pas sauvé. Lucie serra les poings. Elle se tourna pour regarder Léo qui reposait sur ses genoux. Des cernes sombres sous ses yeux à cause du manque de sommeil. « Depuis combien de temps étais-tu avec ton père, Léo ?»« 3 jours. Papa a dit qu'il était fatigué. Puis il a continué à dormir, » répondit le garçon d'une voix faible. Diego secoua doucement la tête en injectant des fluides à Thomas. « J'ai déjà vu des cas comme celui-ci.
Mais je n'ai jamais vu un enfant aussi courageux. Hôpital général du comté. Thomas fut emmené aux soins intensifs. Lucie était assise dans le couloir avec Léo, lui essuyant le visage et lui donnant du lait en briques qu'elle avait obtenu d'une infirmière. Un peu plus tard, un médecin sortit. Il est stable pour l'instant, mais il est encore faible. Il a besoin d'une surveillance étroite. Lucie expira profondément. Léo s'était endormi dans ses bras comme un petit chaton, respirant calmement. À ce moment, Lucie eut l'impression de tenir son propre petit frère, celui qu'elle avait perdu il y a longtemps dans un accident. C'est peut-être pour cela qu'elle ne pouvait pas être indifférente à Léo. Lucie s'approcha Diego. J'ai trouvé un petit carnet dans la poche de Thomas. On dirait un journal de dette. Elle le prit et l'ouvrit. Des dates, des montants gribouillés, et la dernière ligne lui glaça le sang. Anthony a menacé de couper le courant et l'eau. Je n'ai plus d'option. Léo ne peut pas vivre comme ça, mais je ne peux pas mourir et le laisser seul. Lucie regarda Diego, sa voix baissant. Je vais t'enquêter sur ce type, Anthony. Diego hocha la tête. Si tu as besoin de moi comme témoin, je suis partant. Lucie serra le carnet contre sa poitrine, les yeux fixés sur la chambre des soins intensifs où reposait Thomas. Une promesse commença à se former en elle, la promesse qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à appeler la police parce que son père est mort. « Veux-tu toujours rentrer à la maison, Léo ?» demanda Lucie alors que l'ambulance s'éloignait, la laissant avec le garçon dans le couloir blanc et austère de l'hôpital. Léo leva les yeux vers elle, ses yeux rouges de fatigue, mais tenant toujours une étrange détermination. « Je dois y retourner. Mes jouets sont là-bas et la voiture en bois que mon père a fabriquée. » Lucie savait qu'il n'y avait là-bas qu'une pièce sombre et moisie pleine de pourriture, mais elle ne pouvait pas dire non. « D'accord, je vais avec toi, mais juste pour un petit moment. »« D'accord. » Léo hocha la tête. Appartement numéro 13. La clé rouillée tourna avec un cliquetis sec dans la main de Lucie, et la porte s'ouvrit. La lumière du jour se déversa, révélant un monde en décomposition. La puanteur, autrefois dormante, se réveilla, nourriture avariée, ordures, vêtements non lavés éparpillés partout. Léo entra, ses petits pieds s'enfonçant dans la fine couche de poussière, les yeux balayant comme s'il cherchait quelque chose de familier. « Où est ma voiture en bois ?» marmonna-t-il, les yeux vifs. Lucie regarda autour d'elle. Dans un coin près de la fenêtre se trouvait une voiture en bois grossière, ses roues ébréchées. Elle s'approcha, se pencha et la ramassa pour la tendre à Léo. « La voici. C'est la tienne. » Léo serra le jouet contre sa poitrine comme si c'était un trésor. « Papa l'a fabriqué avec une chaise cassée. Il a dit que je devais en prendre bien soin. » Lucie hocha la tête. « Ton papa est un bon père. » Les yeux de Léo s'illuminèrent. « Oui. Il me chantait toujours une chanson avant de dormir. Même quand il faisait très froid, il me tenait toujours dans ses bras. » Lucie déglutit difficilement, essayant de garder sa voix stable. « Léo, peux-tu t'asseoir ici et m'attendre un peu ? Je dois vérifier certaines choses. » Léo hocha la tête docilement et s'assit sur une chaise branlante près de la porte, serrant sa voiture en bois. Lucie fit le tour de l'appartement. Les murs s'écaillaient, le plafond était taché d'eau. Dans la cuisine, le réfrigérateur était mort. À l'intérieur se trouvaient des œufs cassés, du pain moisi et des yaourts explosés. Elle regarda en ouvrant un tiroir voisin et trouva une pile de lettres non ouvertes, toutes des factures impayées. Destinataire, Thomas Reyes. Expéditeur, Anthony Moore, propriétaire. Lucie les feuilleta. Une lettre portait un message manuscrit en gras à l'encre rouge. « Si tu ne paies pas, je coupe le courant. Si tu es pauvre, va vivre dans la rue. » Elle frissonna. Les menaces étaient flagrantes et cruelles. D'autres étaient encore plus méchantes. « Je ne suis pas une œuvre de charité. Chaque mois, quelqu'un d'autre veut cet appartement. Tu veux rester ? Paie. » Lucie serra les poings. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle aperçut un bout de papier sous le lit. S'agenouillant, elle le ramassa. C'était une lettre non envoyée, griffonnée à la hâte. « Cher monsieur Anthony, s'il vous plaît, donnez-moi 2 semaines de plus.
Je viens de rentrer du médecin. Mon dos me fait tellement mal que je ne peux pas bouger. Je ne peux pas travailler, mais je trouverai un moyen. S'il vous plaît, ne coupez pas le courant. L'enfant ne supportera pas le froid. Je vous en supplie, Thomas Reyes. Lucie resta immobile. Elle serra la note dans sa main, les yeux brûlants. Officier Lucie, appela doucement Léo depuis le salon. Je suis là. Elle sortit, forçant un sourire. Tu as ta voiture en bois, n'est-ce pas? Retournons à l'hôpital maintenant. Léo hocha la tête, mais avant de partir, il tira sur sa manche. Madame, est-ce que c'est monsieur Anthony qui criait sur mon père? Lucie s'agenouilla. Pourquoi demandes-tu ça? Je l'ai entendu crier devant la porte. Chaque fois, mon père ne disait rien, il me serrait juste dans ses bras. Lucie déglutit difficilement. Elle serra Léo contre elle et murmura, « Ne t'inquiète pas. Je te protégerai. Je te le promets. » De retour au poste, Lucie plaça tous les documents collectés sur son bureau. Elle appela Catherine, sa collègue proche et experte en enquêtes administratives. « Catherine, peux-tu m'aider à enquêter sur un certain Anthony Moore? Propriétaire d'un appartement dans le quartier de Sunflower Street. Je pense qu'il n'est pas net. » Bien sûr, donne-moi une seconde. Tu viens de là-bas. Oui, c'était horrible. Je ne comprends pas comment ils ont réussi à survivre dans cet endroit. Pas d'électricité, pas d'eau chaude, et le gamin. Il n'a que 4 ans. Oh mon Dieu. Anthony a laissé des lettres de menace. Je les ai toutes. Il y a même une demande de Thomas pour un délai. Le type l'a ignoré. Catherine se tut un instant, puis parla doucement. Ce nom, il a été poursuivi une fois il y a 3 ans. Même problème, a coupé le courant à un locataire avec un jeune enfant. Mais il n'avait pas assez de preuves. Eh bien, cette fois, nous en avons. Le ton de Lucie était d'acier. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Le lendemain matin, Lucie retourna à l'hôpital. Thomas était toujours dans le coma, mais les médecins dirent que ses signes vitaux s'étaient améliorés. Léo jouait avec des pièces de puzzle dans un coin de la chambre. Quand il la vit, il a couru. « Mademoiselle Lucie, m'as-tu apporté de la bouillie ?» Elle rit. « Bien sûr que oui. De la bouillie et même des biscuits. » Pendant que Léo mangeait, Lucie parla avec le docteur James Harris, le médecin traitant des soins intensifs. « Il a beaucoup de chance, » dit James. Habituellement, avec une température corporelle aussi basse, les chances de guérison sont minces. Mais il se bat toujours. Peut-être parce qu'il sait qu'il ne peut pas laisser son fils derrière lui, répondit Lucie, la voix teintée de tristesse. C'est vous qui les avez amenés. Non, c'était Léo. Le garçon a appelé le 911. Les yeux de James s'écarquillèrent. Sérieusement? Oui. Le gamin le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Cet après-midi-là, Lucie s'assit de nouveau seule dans l'appartement de Thomas, prenant des notes sur tout. En inspectant la zone du disjoncteur, elle découvrit que le courant principal avait été complètement coupé, non pas à cause d'un dysfonctionnement, mais par une manipulation intentionnelle. En dessous se trouvait une note scotchée. « Si tu ne paies toujours pas, je viendrai enlever la porte. » AM, Lucie prit des photos et consigna chaque détail. Puis elle appela Catherine. « Avons-nous assez pour demander un mandat et ouvrir une enquête officielle? Je t'aiderai à remplir les papiers. Nous avons des menaces, des notes manuscrites et une déclaration de l'enfant. » Lucie serra plus fort le téléphone. Il n'aura pas une autre chance. Plus tard, Lucie était assise dans son petit bureau au poste de police. Devant elle se trouvait une pile de documents soigneusement agrafés par ordre chronologique. Avis de retard, lettre de menace, supplique de Thomas. Elle relisait chaque ligne, chaque mot, imprimant les détails dans sa mémoire. La porte s'ouvrit. Catherine entra, tenant une épaisse enveloppe. « J'ai tout imprimé sur Anthony Moore. Il y a quelque chose que tu voudras voir. » Lucie la prit, sortit une série de documents, registre de propriété, dossier de location, antécédents judiciaires et un relevé de la compagnie d'électricité. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda Catherine.
Lucie feuilleta les pages et s'arrêta au relevé de la compagnie d'électricité. Il est listé comme le titulaire principal du compte pour tout l'immeuble. Et ici, le jour exact où Thomas s'est effondré, Anthony a appelé et demandé une coupure de courant pour le 2e étage, unité 13. Catherine hocha la tête. J'ai déjà confirmé. La compagnie d'électricité a dit que l'appel provenait du numéro d'Anthony demandant une coupure temporaire pour non-paiement. Mais plus important encore, il n'y a eu aucun préavis, une violation claire des lois de protection des locataires pour les foyers avec enfants. Lucie se mordit la lèvre. Il savait que Thomas avait un fils et il l'a quand même fait délibérément. Pas d'avertissement. Ça rend facile de l'inculper. Lucie rapprocha le dossier de location. Un bail manuscrit fragile, non notarié. Il incluait une note, loyer mensuel, $350. Si le paiement est en retard de plus de 10 jours, le courant et l'eau peuvent être coupés sans préavis. Catherine secoua la tête. Il pense qu'écrire ça le rend légal. Mais la loi n'autorise pas les propriétaires à couper les services publics arbitrairement, surtout pas avec un enfant impliqué. Lucie se leva. Je vais parler à Anthony. Le bureau de gestion immobilière d'Anthony Moore était situé à l'autre bout de Michigan Avenue, parmi une rangée de boutiques haut de gamme, à des mondes de distance du taudis où vivaient Thomas et Léo. Le panneau à l'avant indiquait « Confiance et résultats ». Lucie frappa et entra. Un homme d'une 50aine d'années, dégarni avec des lunettes à monture dorée, était assis derrière un bureau. Il leva les yeux, ses petits yeux brillants. « Qui êtes-vous » demanda-t-il sans se lever. « Je suis le lieutenant Lucie Dawson du 9e district de la police de Chicago. J'aimerais vous parler de votre ancien locataire, Thomas Reyes. » Le visage d'Anthony vacilla, mais il se recomposa rapidement. « Oh, le type fauché. De quoi s'agit-il ? Je l'ai déjà expulsé. » Lucie s'assit en face de lui et posa une pile de papiers sur le bureau. « En fait, non. Il s'est évanoui d'hypothermie dans votre appartement après que vous ayez ordonné la coupure d'électricité en plein hiver. » Anthony haussa les épaules. « Il n'a pas payé. J'ai coupé. C'est la loi. » « Non. » La voix de Lucie s'aiguisa, ses yeux perçants. « La loi interdit les coupures de services publics lorsque des enfants vivent dans le logement. Et vous saviez qu'il y avait un enfant de 4 ans qui vivait là. » Anthony eut un sourire narquois. S'il avait un enfant, il aurait peut-être dû me devoir moins d'argent. Lucie retint sa colère. « J'ai un enregistrement de votre appel à la compagnie d'électricité. J'ai les lettres de menaces que vous avez envoyées. J'ai la supplique de Thomas que vous avez ignorée. Chacun d'eux est une preuve recevable. » Anthony haussa un sourcil. « Je n'ai tué personne. S'il était faible, c'est son problème. Je faisais juste mon travail de propriétaire. » Lucie frappa la main sur le bureau. « Vous avez créé les conditions qui ont provoqué l'effondrement d'un père et laissé un enfant seul pendant 3 jours dans le noir. Vous pensez que c'est votre travail ? » Anthony fronça les sourcils. « Vous m'insultez. » Lucie se leva et rassembla les documents. « Je ne vous ai pas encore arrêté, mais je reviendrai et la prochaine fois, j'aurai un mandat. » Cet après-midi-là, Lucie retourna à l'hôpital. Léo dessinait des images. Quand il la vit, ses yeux s'illuminèrent. « Mademoiselle Lucie, tu es encore venue. »« Oui. Je t'ai apporté du yaourt à la fraise. » Elle posa le pot sur la table et lui ébouriffa les cheveux. « Sais-tu quand mon papa va se réveiller ?» demanda doucement Léo. Lucie s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Le docteur a dit qu'il se battait fort. Espérons que ce soit bientôt. » Léo hocha lentement la tête, puis murmura. « Je ne veux plus dormir seule. »« Je sais, » murmura Lucie en retour. « Je resterai ici ce soir. » Cette nuit-là, elle resta éveillée dans la salle de repos à côté des soins intensifs, non seulement pour le travail, mais parce que les yeux de Léo la hantaient chaque fois qu'elle fermait les siens. Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était Catherine. « Lucie, attention. Les médias ont eu vent de l'affaire. Un journaliste nommé Victor Sullivan enquête sur le cas de Thomas Reyes. Ils nous ont contactés pour demander des dossiers. » Lucie fit une pause.
Qui a fait fuiter l'information? Ça pourrait être l'hôpital. La nouvelle se répand vite qu'un gamin a appelé le 911 pour sauver son père. Lucie réfléchit un instant. Donne-leur la vérité, mais seulement la vérité. Pas d'exagération, pas de déformation. Laisse le public savoir ce qui se passe. Catherine hésita. Tu es sûre? La pression publique pourrait pousser cela plus loin que tu ne le penses. Lucie sourit faiblement. J'espère que oui, assez loin pour qu'aucun autre enfant comme Léo n'ait à survivre 3 jours dans l'obscurité juste parce qu'il ne pouvait pas payer la facture d'électricité. Cet après-midi-là, dans la cafétéria de l'hôpital, Lucie mangeait quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Bonjour, lieutenant Lucie. C'est Victor Sullivan, journaliste indépendant. J'écris un article sur Léo et son père. J'aimerais vous interviewer. Lucie jeta un coup d'œil à l'heure. 17h au poste de police du 9e district de Chicago. Je ne parlerai que des faits. Pas de commentaires personnels. Merci. Je serai là. À 17h précise, Victor arriva. Un homme mince aux cheveux légèrement bouclés, aux mouvements rapides et aux yeux très attentifs. Lieutenant Lucie, merci de me recevoir. Lucie hocha la tête. Je suis seulement ici pour dire la vérité. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai entendu dire que l'électricité de Thomas avait été coupée alors qu'il était gravement malade. Oui, nous avons des documents. Et Anthony Moore, le propriétaire, a admis avoir ordonné la coupure sans préavis, même en sachant qu'un enfant vivait là. Victor griffonna des notes. Parlez-moi de Léo. Comment est-il? La voix de Lucie s'adoucit. Un battant. Un enfant qui n'aurait jamais dû traverser ce qu'il a traversé. Mais Léo a appelé la police. Il a sauvé la vie de son père. Victor hocha la tête. Cette histoire, elle doit être entendue. Lucie se leva, alors, racontez-la honnêtement. Ne transformez pas la douleur en clic. Laissez la vérité parler. Cette nuit-là, l'article de Victor Sullivan parut en première page du site d'information. 3 jours dans l'obscurité. L'histoire de Léo et de son père. Un garçon de 4 ans a appelé le 911 après que son père se soit effondré de froid et de faim. Le propriétaire Anthony Moore a coupé l'électricité en plein hiver malgré sa connaissance de la présence d'un enfant. Le lieutenant Lucie Dawson a découvert la vérité glaçante. Il est temps de reconsidérer la façon dont nous traitons les plus vulnérables de la société. L'article devint viral. Des milliers de commentaires en colère. Le nom d'Anthony inonda les réseaux sociaux d'une vague d'indignation. Lucie lisait chaque ligne, chaque mot, et elle savait que ce n'était que le début. « Ta mère te manque, Léo ?» demanda doucement Lucie alors qu'elle et le garçon étaient assis sur un banc de parc près de l'hôpital. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, projetant des paillettes dorées sur les cheveux bruns ébouriffés de Léo. Léo hocha la tête, serrant fort sa vieille voiture en bois. Ma maman était très gentille. Elle me racontait des histoires sur la chenille qui avait très faim. Puis elle en dessinait une grosse et verte. Elle disait qu'elle serait toujours avec moi. Lucie regarda le petit garçon, le cœur serré. Quand ta mère est-elle décédée? Quand j'avais 3 ans. Je me souviens de ce jour-là. Papa m'a tenue dans ses bras pendant très longtemps. Puis maman s'est allongée dans le lit et ne s'est pas réveillée. Il fit une pause un instant, puis continua, papa n'a pas pleuré devant moi. Mais cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans la cuisine, très doucement. Lucie passa doucement sa main sur le dos de Léo, essayant de garder sa voix stable. Ton père aimait beaucoup ta mère. Oui. Il n'a jamais laissé personne toucher sa photo. Un jour plus tard, Lucie retourna dans l'ancien appartement de Thomas, cette fois avec Catherine. Elle portait des équipements de protection et des masques, prête à rassembler minutieusement les matériaux pour compléter le dossier. On a l'impression que le temps a oublié cet endroit, murmura Catherine en franchissant le seuil. Lucie hocha la tête. Ce n'est pas une maison. C'est un trou où les gens essaient de survivre. Elle ouvrit le réfrigérateur, toujours la même vision horrible qu'auparavant. Elle traîna une chaise en plastique cassée, posa le vieux sac à dos de Léo sur la table et commença à le fouiller.
À l'intérieur se trouvaient quelques ensembles de petits vêtements, une paire de chaussettes aux talons usés, quelques vieux livres d'images et une photo pliée. Thomas, sa femme, une femme à l'air doux avec des cheveux bruns bouclés, et un bébé Léo dans ses bras. Lucie plaça la photo devant Catherine. Cette famille a connu le bonheur, dit-elle, la voix brisée. Catherine soupira, jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de quelqu'un comme Anthony. Lucie se leva et se dirigea vers un bureau au pied cassé dans le coin. Dessus se trouvait une petite boîte en bois, rouillée avec un loquet cassé. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un paquet de factures d'hôpital, d'ordonnances et de lettres de candidature. Thomas a postulé à plus de 10 endroits. Lucie parcourut rapidement. La plupart des rejets disent « ne répond pas aux exigences physiques ». Catherine en prit une. Blessure grave au dos. Ne peut pas soulever de charge. Ne peut pas rester debout longtemps. En gros, inutile pour le travail manuel. Lucie leva les yeux au plafond. Il était maçon. Il a perdu son emploi après un accident de chantier il y a 3 ans. Sa femme est décédée 1 an plus tard d'un cancer. Il a élevé Léo seul. Catherine fronça les sourcils, et aucun soutien. Il a demandé de l'aide mais a été refusé par manque de preuves officielles. Le chantier n'avait pas de contrat formel. Accord verbal, marmonna Catherine. L'enfer sur terre. Lucie serra le poing. Anthony savait tout cela et a continué à le presser. Le lendemain matin, Lucie visita l'église Saint-Michel, l'endroit qui distribuait de l'aide et de la nourriture aux familles en difficulté. Le prêtre, le père Isaac, avait autrefois aidé Thomas. « Vous souvenez-vous de Thomas Reyes ?» demanda Lucie alors qu'ils étaient assis dans le modeste salon des invités. Le père Isaac hocha la tête, les yeux remplis de tristesse. « Oui, un homme calme, très gentil. Il venait ici pour de la soupe et du pain tous les mercredis. » A-t-il déjà dit quelque chose? Pas grand-chose. Mais je me souviens d'une fois où il m'a tenu la main, les yeux larmoyants, et a dit « J'ai peur de ne pas tenir beaucoup plus longtemps. J'ai peur de laisser Léo seul. » Je n'ai rien pu dire. J'ai juste prié. Lucie baissa la tête. A-t-il mentionné Anthony Moore? Oui. Il a dit qu'Anthony était venu chez lui et l'avait menacé. Une fois, j'ai vu Thomas avec un œil au beurre noir. Il a dit qu'il avait glissé, mais je ne l'ai pas cru. Lucie agrippa doucement la sangle de son sac. Seriez-vous prêt à confirmer cela pour l'enquête? Absolument. Si cela peut aider à donner à Léo un meilleur avenir, je suis prêt. À l'hôpital, Thomas n'avait toujours pas repris connaissance. Léo avait dessiné d'autres images. L'une d'elles attira l'attention de Lucie. Une petite maison, du soleil, des arbres, la voiture en bois, et un homme tenant un enfant par la fenêtre. « C'est ta nouvelle maison ?» demanda Lucie. Léo hocha la tête. « J'en ai rêvé. Dans le rêve, papa est de nouveau en bonne santé. Et tu es là aussi. » Lucie ne dit rien. Elle plia soigneusement le dessin et le glissa dans la poche de son manteau. Le lendemain, Lucie alla voir Madame Elisabeth, une femme de 70 ans qui vivait en face de l'appartement de Thomas et avait été témoin des coups d'Anthony sur la porte. « Madame Elisabeth, je suis officier de police. J'ai besoin de votre témoignage sur ce que vous avez vu devant l'appartement de Thomas Reyes. » La vieille femme la regarda à travers d'épaisses lunettes. « C'est vous qui vous occupez du petit Léo, n'est-ce pas? Je vous ai vu. »« Oui. J'espère que vous pourrez m'aider. » Madame Elisabeth hocha la tête. « Anthony est une brute. Il a une fois crié dans le couloir, « Si tu n'ouvres pas cette fichue porte, je te casse la tête. » J'étais à l'intérieur. Je n'ai pas osé jeter un œil. Lucie nota cela. « Avez-vous entendu quelque chose la nuit où Thomas s'est effondré? » Oui. J'ai entendu la voix grondante d'Anthony frapper à la porte. Puis le silence. J'ai pensé que Thomas était parti. Je ne m'attendais pas à tout ça. Seriez-vous prête à témoigner au tribunal? Je suis peut-être vieille, mais je sais distinguer le bien du mal. Cet homme doit payer. Lucie serra doucement sa main. Merci, pour Léo. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôpital,
Lucie était assise tranquillement à côté du lit de Thomas. Des jours s'étaient écoulés, et il gisait toujours immobile, fragile et bien enveloppé dans des couvertures. « Tu n'as pas le droit de laisser Léo derrière toi, murmura-t-elle presque comme une prière. Tu n'as pas le droit de laisser un petit garçon aussi courageux grandir seul. » Léo s'était endormi dans le coin, serrant sa voiture en bois, murmurant dans son sommeil, « Papa, réveille-toi. » Lucie se leva et sortit. Elle appela Catherine. « Nous avons assez de preuves. » Témoignages du prêtre et de la voisine. Dossiers médicaux, rejet d'emploi. Tout cela montre que Thomas était acculé. « Que veux-tu faire ensuite ?» demanda Catherine. « Demander un mandat d'arrêt pour Anthony Moore. Pour menace, mise en danger de la vie d'autrui et exploitation de personnes vulnérables. » Lisa. Catherine feuilleta les dossiers. Les lettres de menace d'Anthony. Les suppliques de Thomas. Les déclarations du père Isaac et de madame Elisabeth. Les preuves de la coupure de courant. Les images de la caméra de sécurité du couloir montrant Anthony frapper à la porte. La transcription de l'appel au 911. Le rapport médical de Léo. Tout est là, dit Lucie, nous pouvons porter plainte. Catherine hocha la tête. Très bien. Je m'occupe des formalités. Je vais coordonner avec le procureur. Il ne s'en sortira pas, Lucie se renversa dans sa chaise, les yeux au plafond. Je n'arrête pas de penser au nombre de personnes comme Thomas qui sont encore écrasées par des hommes comme Anthony et personne ne le sait jamais. Catherine répondit, mais cette fois, grâce à Léo, nous savons. Lucie regarda par la fenêtre de l'hôpital. La lumière jaune se déversait dans le long couloir où des âmes silencieuses luttaient contre la pauvreté, l'injustice et parfois l'indifférence du monde. La nuit tomba, et Lucie retourna tranquillement à l'hôpital. Elle entra dans la chambre. Léo dormait avec sa tête sur le bras de Thomas, sa petite main serrant toujours celle de son père. Un nouveau dessin gisait sur la table, une maison brillamment éclairée, un père et un fils s'étreignant, le soleil brillant à travers la fenêtre. Lucie se pencha et embrassa le front du garçon. « Dors bien, petit ange. Demain sera meilleur. » Elle sortit, ne remarquant pas que derrière elle, la main de Thomas tressaillit très légèrement, le premier signe que la vie revenait. Ce jour-là, le poste de police du 9e district de Chicago grouillait de monde. Médias, journalistes, citoyens inquiets, tous rassemblés à l'extérieur. Le nom d'Anthony Moore n'était plus seulement celui d'une personne. Il était devenu un symbole de cruauté, d'indifférence et de cupidité au cœur de la ville. Lucie se tenait dans la salle de surveillance, les yeux fixés sur un moniteur, rejoignant les images de la caméra du couloir de l'appartement 13. Elle avait regardé ce clip des dizaines de fois, mais chaque visionnage lui serrait encore la poitrine. 14 décembre, 20h43. Image. Anthony portant un manteau noir, tenant des papiers, debout devant la porte de Thomas. Il frappa la porte à plusieurs reprises, hurlant « Tu es encore en vie là-dedans ? Sors et paie-moi !» 1 heure passa. Personne ne répondit à la porte. Le lendemain, le courant fut coupé. 3 jours plus tard, Thomas s'effondra. Lucie mit la vidéo en pause et se tourna vers Catherine. « Nous pouvons reconstituer toute la séquence. C'est clair. » Catherine hocha la tête, le ton sec. Le procureur a approuvé la convocation. Nous ferons venir Anthony pour un interrogatoire demain matin. Lucie expira et hocha la tête tranquillement. Le lendemain matin, Anthony fut amené dans la salle d'interrogatoire. Il portait une chemise blanche impeccable et une cravate serrée, mais son visage était pâle, humide de sueur. Lucie et Catherine étaient assises en face de lui. Un dossier épais était posé sur la table. Lucie commença, « Monsieur Anthony Moore, savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» À cause de tout ce drame médiatique, ricana-t-il, essayant de rester calme. « Je vous ai déjà dit que j'ai suivi la loi. Si quelqu'un ne paie pas, on lui coupe le courant. C'est tout. » Lucie posa une copie du contrat d'électricité sur la table. « Vous avez ordonné à la compagnie d'électricité de couper le courant sans préavis, en violation de la section 36 de la loi sur les droits des locataires. Et plus que ça, vous étiez parfaitement conscient qu'un enfant vivait dans cet appartement.
Je ne savais pas exactement quel jour le gamin était là, rétorqua Anthony. Alors qu'est-ce que c'est? Catherine brandit une photo du document de location manuscrit par Anthony lui-même. Locataire Thomas Reyes. Nombre de résidents, 2, père et jeune enfant. Lucie continua, et nous avons des images de la caméra du couloir vous montrant frapper à sa porte en criant des menaces. Thomas s'est effondré cette même nuit. Nous avons des preuves médicales confirmant qu'il a souffert d'hypothermie à cause de la coupure de courant. Anthony gronda, c'est parce qu'il était faible. Pourquoi me blâmez-vous? Il aurait pu travailler. Les gens comme lui, les profiteurs, doivent payer le prix. Lucie agrippa fermement le bras de sa chaise. Il était maçon. Après son accident, aucun endroit ne voulait l'embaucher. Sa femme est morte d'un cancer. Il essayait d'élever son fils seul. Et vous, détenant le pouvoir sur sa vie, vous l'avez poussé au bord de la mort. Anthony se tut. Lucie se pencha plus près. Savez-vous que Léo, le fils de Thomas, est resté assis à côté de son père inconscient pendant 3 jours dans le noir? A mangé des miettes, bu de l'eau froide du robinet. Ce garçon de 4 ans a appelé le 911 pour sauver son père pendant que vous étiez assis dans votre bureau à encaisser les loyers. Anthony baissa la tête. La sueur coulait le long de son col. Lucie se leva. Nous vous accusons de comportements menaçants, de violation des droits humains fondamentaux, de coupure illégale de services publics et de mise en danger d'autrui par imprudence. À l'extérieur de l'hôpital, des centaines de personnes se rassemblèrent pour une veillée aux chandelles pour Thomas et Léo. Ils portaient des fleurs, des jouets et des pancartes manuscrites. Justice pour Léo. Plus aucun enfant ne devrait souffrir comme ça. Anthony est le visage de la cupidité sans cœur. Parmi la foule se trouvaient d'anciennes victimes d'Anthony. Une femme âgée aux cheveux argentés, Margaret, brandit un vieil avis d'expulsion qu'elle avait reçu autrefois. J'ai failli perdre ma maison à cause de lui. Je n'ai pas parlé. Maintenant, je le regrette. Un jeune homme nommé Robert, un ancien locataire du quartier de Sunflower Street, parla dans un mégaphone. Thomas n'était qu'un père pauvre. Cet homme l'a tué avec cruauté. Il n'a pas utilisé de couteau, mais il a quand même tué. À l'intérieur de la chambre d'hôpital, Léo restait au chevet de son père, ne lâchant jamais sa main. Ce jour-là, Mélissa lui apporta un nouvel ensemble de crayons de couleur, quelques livres et une écharpe en laine rouge. « Voudrais-tu de la bouillie ?» demanda-t-elle. Léo secoua la tête. « Je n'ai pas faim. J'attends juste papa. » Lucie entra. Elle s'assit à côté de Léo et lui tendit une photo, le dessin qu'il avait fait la veille, maintenant encadré. Je l'ai fait imprimer pour l'accrocher au mur de l'hôpital parce que tout le monde a besoin de voir de l'espoir. Léo eut un petit sourire, mais ses yeux restèrent tristes. Mademoiselle Lucie, et si mon papa ne se réveille pas? La gorge de Lucie se serra. Alors tu ne seras pas seule. Je serai là. Tout le monde le saura. Mais je crois que ton père se réveillera parce qu'il sait que tu attends. Léo hocha doucement la tête. Cette nuit-là, Lucie reçut un appel urgent de Catherine. La ville vient de publier une réglementation d'urgence. Il est interdit à tous les propriétaires de couper les services publics sans préavis officiel, surtout si un enfant est dans le logement. Anthony est en détention, en attente de son procès. Lucie expira. La justice commence à arriver. Une semaine plus tard, l'audience préliminaire d'Anthony Moore était ouverte à la presse. Les images montraient Anthony assis en silence, sans son arrogance habituelle. Dehors, des foules brandissaient des photos de Léo et Thomas. Leurs voix unies scandaient « Justice pour Léo ». Mettez fin à l'injustice. La couverture en direct diffusait le procès à travers le pays. Tandis que le procureur lisait les chefs d'accusation, des millions d'Américains regardaient. Les menaces d'Anthony, les lettres, les images vidéo, tout était rendu public. Son avocat de la défense essaya de réduire les charges, affirmant qu'Anthony n'avait pas l'intention de nuire, mais l'opinion publique était claire. L'homme assis dans cette salle d'audience ne faisait pas seulement face à la loi, il faisait face au mépris de tout un pays. Dans un segment télévisé spécial après l'audience, le journaliste Victor Sullivan, le premier à avoir révélé l'histoire de Léo,
déclara, nous vivons dans une ville moderne, mais des gens comme Thomas et Léo sont encore oubliés. Cette expérience de mort imminente n'était pas seulement une tragédie personnelle. C'est un signal d'alarme pour un système qui a perdu son humanité. Que cela soit le début d'un véritable changement, à partir d'aujourd'hui. De retour à l'hôpital, Léo s'était endormi sur l'épaule de Lucie. Elle le souleva doucement et le déposa sur le lit d'appoint. Soudain, il y eut un faible bruit. Lucie se retourna. Thomas bougea son doigt. Elle se précipita à son côté, les yeux embués. « Thomas, tu m'entends » Cécile papillonnèrent. Ses yeux s'ouvrirent légèrement, flous, mais vivants. « Léo » murmura-t-il d'une voix rauque. Lucie fondit en larmes. « Il va bien. Tu es réveillé, Thomas ?» Sur le lit d'Alexandra côté, les yeux de Léo s'ouvrirent en grand. Il se précipita vers le lit et jeta ses bras autour de son père. « Papa, c'est moi. Je suis là. » Thomas leva la main et la posa faiblement sur le dos de Léo. « Tu as appelé à l'aide. » Léo hocha la tête encore et encore, les larmes coulant sur la blouse d'hôpital de Thomas. « Je ne te laisserai pas dormir pour toujours. J'ai été sage. » Thomas pleura. Lucie se détourna, essayant de cacher les larmes qui coulaient sur ses joues. À ce moment, la lumière du soleil traversa la fenêtre pour la première fois depuis des jours. Chaude, douce, comme une promesse. « Papa, s'il te plaît, regarde-moi. » Léo tenait fermement la main de Thomas, des larmes coulant sur son petit visage. Thomas ouvrit complètement les yeux, clignant, et les coins de sa bouche se courbèrent en un faible sourire. « Léo, mon fils. » Lucie se tenait à côté, les lèvres tremblantes. « Tu es de retour, Thomas. Tu as réussi. » Thomas tourna la tête, son regard balayant la chambre d'hôpital immaculée. Il vit la perfusion, le moniteur cardiaque, et la lumière du soleil projetant une lumière chaude sur le sol. « Où suis-je » ? À l'hôpital, répondit doucement Lucie. « Tu as été inconscient pendant 3 jours. Léo a appelé le 911 pour te sauver. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent en regardant son fils. « Tu as vraiment fait ça ?» Léo hocha la tête, sanglotant. « J'avais peur, mais je me suis souvenu de ce que tu m'as appris. J'ai appelé la police. » Thomas pleura. Il attira son fils dans une étreinte tremblante et embrassa ses cheveux en désordre. « Tu es formidable, mon garçon formidable. » Lucie se détourna à nouveau, essayant de retenir ses larmes qui débordaient. 3 jours plus tard, Thomas pouvait s'asseoir et manger de la bouillie. Chaque jour, Lucie venait lui rendre visite, apportant des livres d'images, des vêtements propres et son sourire chaleureux. Un après-midi, alors que la lumière du soleil se déversait par la fenêtre et peignait des lignes dorées sur le sol de l'hôpital, Lucie entra en tenant un grand sac. « J'ai quelque chose pour vous deux, » dit-elle avec un sourire. Léo rayonna. « Qu'est-ce que c'est, mademoiselle ?» Des manteaux neufs, du lait, des biscuits, et ça. Une lettre. Thomas prit la lettre et haussa les sourcils en voyant le logo de la Fondation Nouvel Espoir sur l'enveloppe. Qui a envoyé ça? Lucie s'assit à côté de lui. Une organisation à but non lucratif. Ils ont lu l'histoire de Léo dans le journal et ils veulent t'aider. Thomas déglutit. Aider comment? Lucie sourit chaleureusement. Ils vous offrent, à toi et à Léo, un appartement sans loyer pendant 6 mois. Une aide alimentaire et des fournitures de base. Et ils t'ont arrangé un travail léger. Pas de charges lourdes requises. Thomas était abasourdi. Est-ce que c'est réel? Léo attrapa la main de son père, les yeux pétillants. Papa, nous avons une nouvelle maison. Thomas s'étrangla, serrant doucement la main de son fils. Mademoiselle Lucie, je ne sais même pas comment vous remercier. Lucie inclina la tête, les yeux doux. Vivez simplement bien et laissez Léo grandir comme un enfant normal. C'est le meilleur merci que je puisse demander. Le lendemain matin, pendant que Léo coloriait dans le coin, Thomas se tourna vers Lucie. Et qu'en est-il d'Anthony? La voix de Lucie baissa. Il est en détention, poursuivi pour violation des droits de l'homme,
intimidation de locataires, coupure illégale de services publics ayant entraîné des dommages graves, et probablement d'autres accusations, y compris la mise en danger de la vie d'un mineur. Thomas baissa les yeux sur ses mains. Je pensais que j'allais mourir et que personne ne le saurait jamais. Lucie répondit, tu n'es pas mort. Grâce à Léo. Parce que ce que tu lui as appris a sauvé ta vie. Thomas hocha doucement la tête, les yeux rouges d'émotion. Une semaine plus tard, Thomas et Léo emménagèrent dans leur nouvel appartement, petit mais lumineux, propre et entièrement équipé. La cuisine avait une cuisinière électrique fonctionnelle. Le salon brillait de lumière jaune chaude. Et la chambre avait une literie fraîche et douce qui sentait le neuf. Léo courut dans l'appartement, serrant toujours sa vieille voiture en bois. « Papa, le lit ici est si doux. » Thomas se tenait au milieu de la pièce comme s'il ne pouvait pas croire que c'était réel. Il passa la main le long du mur, puis se tourna vers Lucie, qui aidait à déballer une boîte en carton. « Sais-tu depuis combien d'années je n'ai pas vu Léo courir sans chaussettes pleines de trous ?» Lucie rit. « À partir de maintenant, il aura tout un tiroir de chaussettes neuves et des camions de bonbons aussi. » Léo leva la main. « Je veux le parfum à la fraise. » Thomas sourit, un vrai sourire, son premier depuis longtemps. Un matin, Mélissa, la jeune femme du groupe caritatif, arriva avec un dossier de candidature. « Thomas, c'est de l'entreprise de construction humanitaire dont je t'ai parlé. Ils ont lu ton histoire et ont accepté de t'embaucher comme inspecteur de chantier. Pas de charge lourde. Ils fourniront une formation. » Thomas bégaya. « Je peux vraiment travailler. » Mélissa lui prit la main. « Tu le peux. Et tu le mérites. » Léo accourut et enroula ses bras autour de la jambe de son père. « Papa va travailler. Je te préparerai ton déjeuner. » Tous les trois rirent. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, éclairant la petite cuisine de chaleur. Lors du rassemblement caritatif, la salle était grande, simplement décorée, mais pleine de chaleur. Donateurs, bénévoles et responsables locaux étaient tous présents. Sur scène se trouvait une rangée de chaises, et au centre se tenait un petit podium pour les invités spéciaux. Lucie tenait la main de Léo alors qu'il montait sur scène. L'animateur annonça, « Aujourd'hui, nous honorons un garçon qui a fait quelque chose d'extraordinaire par amour pour son père, le jeune Léo Reyes. » Les applaudissements tonnèrent dans la salle. Léo s'avança en tenant un bouquet. Il se dirigea vers Lucie, leva les yeux et dit clairement, « Mademoiselle Lucie est mon ange. Elle a sauvé mon père. Elle m'a sauvé aussi. Je veux grandir et devenir policier comme elle. » La foule éclata en applaudissements plus forts. Lucie s'agenouilla et serra Léo dans ses bras. « Je te promets que quand tu seras assez grand, ce sera moi qui t'apprendrai à tirer ton premier coup, mais seulement sur une cible d'entraînement. » « D'accord. » Léo rayonna. « Oui, madame. » Thomas était assis dans le public, ne disant rien. Il regardait seulement son fils, puis Lucie. Au milieu des lumières vives, ses yeux brillaient, pleins d'émotion, de gratitude et d'espoir. Après l'événement, une journaliste s'approcha de Lucie. « Lieutenant Dawson, avez-vous quelques mots que vous aimeriez partager avec la communauté ?» Lucie regarda dans la caméra, sa voix ferme. « Nous ne pouvons peut-être pas toujours arrêter la pauvreté, mais nous pouvons nous empêcher de devenir indifférents. Léo a sauvé son père par courage. Pouvons-nous sauver notre société par la gentillesse ?» L'émission capta ce moment, une jeune policière, un enfant tenant une voiture en bois, et un père qui venait de revenir du bord de la mort. À ce même moment, à l'intérieur du centre de détention de la ville, Anthony était assis dans une cellule exiguë. Une télévision murale diffusait la cérémonie. Il vit Léo donner des fleurs, vit Lucie parler, vit Thomas, l'homme qu'il avait autrefois menacé. Il se détourna, mais pas assez vite pour manquer le regard méprisant de son compagnon de cellule, un homme mince qui hocha la tête et marmonna, « J'ai entendu dire que tu es le type qui a coupé le courant et a failli rendre un gamin orphelin. Tu vas bien t'amuser ici. » Anthony baissa la tête. Pour la première fois de sa vie, il eut froid. Un froid qui n'avait rien à voir avec l'hiver. Le lendemain matin, Thomas sortit du complexe d'appartements de la Charité, vêtu d'une tenue de travail propre. L'air était vif,
mais son visage rayonnait comme la première lumière de l'hiver. Léo courait derrière lui, tenant un petit sac en tissu avec le déjeuner de son père à l'intérieur. « Papa, à quelle heure tu finis le travail aujourd'hui ? » « À 15 heures. Ensuite, je viendrai te chercher au centre d'activité. » Léo hocha la tête. « Je dirai à mes amis que tu construis des maisons pour les gens. » Thomas gloussa, ébouriffant les cheveux de son fils. « Très bien, petit ingénieur. Assure-toi de finir ton déjeuner. » Lucie sortit de sa voiture et fit un signe de la main. « Prêts, vous deux ? » Thomas hocha la tête. « Allons-y. » Tous les trois montèrent dans la voiture. C'était le premier jour de Thomas à son nouveau travail, une entreprise de construction communautaire, où personne ne posait de questions sur sa blessure au dos. Il demandait seulement ce dont il avait besoin pour réussir. Cet après-midi-là, pendant la pause déjeuner, Thomas était assis au bord d'un chantier, mangeant son repas. Un jeune collègue, Matthew, s'assit à côté de lui. « C'est toi le gars de l'histoire de Léo et de son incroyable père, n'est-ce pas ? » demanda Matthew, les yeux pleins d'admiration. Thomas fit une pause, puis hocha la tête. « Oui, mais c'est Léo qui a fait quelque chose d'incroyable. » Matthew sourit. « Ce gamin est un guerrier. J'ai lu l'article. Tout le monde ici connaît ton histoire. » Thomas grimaça un peu. « Je ne suis pas habitué à l'attention. »« Pas de souci. Par ici, on t'appelle juste Thomas le travailleur. C'est tout ce qui compte. » Pendant ce temps, au palais de justice du centre-ville, le procès d'Anthony Moore rentrait dans son 3e jour. La salle d'audience était bondée. Au premier rang se trouvaient des représentants du Conseil de protection de l'enfance, des avocats et des journalistes des principaux médias. À l'arrière, Lucie était assise à côté de Mélissa, toutes deux regardant attentivement la barre des témoins. Le juge feuilleta le dossier. Sur la base des preuves, des témoignages, des images vidéo, des lettres et des documents connexes, l'accusé, Anthony Moore, est reconnu coupable d'avoir intentionnellement violé les lois sur la protection des locataires, d'avoir procédé à une coupure illégale de services publics et d'avoir directement mis en danger la vie d'un locataire et d'un mineur. L'avocat de la défense tenta d'intervenir. « Votre honneur, l'accusé n'a pas de casier judiciaire et ses actions découlaient de difficultés financières, et non d'une intention malveillante. » La salle d'audience éclata d'incrédulité. Lucie marmonna, « Pas malveillant. Il a coupé le courant en plein hiver. » Bang! Le juge frappa avec son marteau. « Ordre. » Il continua, « Le tribunal prend acte de la déclaration de la défense. Cependant, les actions de l'accusé ne peuvent être excusées lorsque les conséquences ont failli coûter la vie à un citoyen et ont forcé un enfant de 4 ans à vivre dans des conditions inhumaines. » Le procureur se leva. « Nous demandons une peine de 4 ans de prison et une interdiction de 10 ans de toute activité immobilière. » Anthony ne dit rien. Pour la première fois, il ne discuta pas. Il regarda seulement le sol, les lèvres fermement scellées. Lucie expira. Mélissa lui serra la main. « Il doit payer. » Après le procès, les gros titres inondèrent les nouvelles. Anthony Moore, le propriétaire sans cœur, condamné à 2 ans, banni de la gestion immobilière. Thomas Reyes, le père qui a failli mourir dans le noir, maintenant plus fort que jamais. Sur les réseaux sociaux, l'image de Léo donnant des fleurs à Lucie continuait de se propager avec la légende « Un enfant peut changer le monde si nous sommes prêts à écouter ». Au centre d'activité pour enfants, Léo dessinait pendant son cours d'art. Son professeur, Mademoiselle Pamela, s'approcha et s'assit à côté de lui. « Léo, qui dessines-tu » demanda-t-elle. Léo sourit et montra l'image. « C'est mon papa. Et ça, c'est Mademoiselle Lucie. Ça, c'est ma voiture en bois, et ça, c'est notre nouvelle maison. » Pamela hocha la tête. « C'est un beau dessin. Mademoiselle. » Léo leva les yeux. « Avant, je pensais que mon père ne se réveillerait jamais, mais ensuite il a ouvert les yeux. C'était comme un conte de fées. » Pamela lui caressa doucement les cheveux. « C'est parce que tu as écrit ce conte de fées, Léo. » Cette nuit-là, Lucie était assise sur le balcon de son appartement, contemplant les lumières de la ville. Son service venait de se terminer, et elle tenait une tasse de thé chaud. Une alerte de message sonna.
C'était de Thomas. Thomas, je voulais juste te dire merci d'avoir cru en moi, de ne pas avoir abandonné. Lucie, c'est vous et Léo qui n'avez pas abandonné. Thomas, mais si tu n'étais pas venu ce jour-là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Lucie, si Léo n'avait pas appelé ce jour-là, je n'aurais jamais su pour vous deux. Lucie regarda dans la nuit calme et sourit. Un mois plus tard, Léo se tenait sur scène lors d'un grand événement communautaire intitulé « Personne laissée dans le noir ». Il portait une chemise blanche, les cheveux soigneusement peignés, tenant un microphone. Je m'appelle Léo. Avant, j'avais très peur, mais j'ai appelé la police parce que j'aime mon père et je ne voulais pas être seule. Toute la salle se tut. Léo prit une profonde inspiration. Je ne sais pas combien de cadeaux je recevrai, mais je veux donner quelque chose en retour. Du courage. J'espère que quiconque a peur comme moi ne restera pas silencieux. Lucie se tenait à proximité, les yeux rouges. Mélissa passa un bras autour de son épaule. Un tonnerre d'applaudissements éclata, durant plusieurs minutes. Le lendemain, les médias internationaux rapportèrent « Léo, le garçon américain de 4 ans, devient un symbole de courage et de renaissance ». L'Organisation américaine des droits de l'homme envoya des lettres de remerciement à Lucie et à tout le 9e district de la police de Chicago. Le secrétaire à la protection sociale annonça un nouveau fonds d'aide pour les familles à faible revenu avec enfants. Un après-midi de week-end tranquille, Thomas et Léo se promenaient dans le parc. Ils s'assirent sur leur banc de pierre familier, celui où Lucie avait autrefois promis à Léo qu'il ne serait plus jamais seul. « Papa, aujourd'hui je n'ai peur de rien. »« Pourquoi ça, mon fils ?»« Parce que je sais que tu te réveilleras toujours. » Thomas serra doucement son fils dans ses bras, les yeux pleins de larmes. « Je me réveillerai toujours parce que tu es ma lumière. » Une silhouette familière s'approcha. Lucie, tenant 2 cornets de glace. « Quelqu'un a mentionné la lumière ? Quelqu'un a besoin de provisions ? » Léo poussa un cri de joie. « De la glace à la fraise. » Thomas rit. « Viens nous rejoindre, héros. » Lucie s'assit. « Quel honneur !» Tous les 3, un père, un petit garçon et une policière, étaient assis à manger de la glace sous la douce lueur du coucher de soleil. Plus de froid, plus d'obscurité. Seulement des rires, de la lumière et un tout nouveau départ. L'histoire est un puissant rappel que le courage n'a pas d'âge et que la gentillesse peut sauver une vie. Léo, un garçon de 4 ans, par amour et bravoure, a sauvé son père de la mort dans le silence. Thomas, bien que pauvre, a vécu avec responsabilité et une profonde dévotion. En revanche, l'insensibilité et la cruauté d'Anthony ont été justement punies. La leçon est claire, une société n'est vraiment humaine que lorsque les plus vulnérables sont protégés, et la justice ne doit jamais arriver trop tard. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un like et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous proposer des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt. My bot isn't awake yet. Welcome, Emily. Hold on. It's still waking up. Yeah, we're gonna try a new game today. It's supposed to be funny. Alright, I think. Yeah, it's awake now. There it is. So hold on. I'm trying to get my bot awake first. Alright, we should be good though. Let me see if it caps. Do it cap. It's always Halloween in my It do soul. cap. Alright. A critty? I didn't
You know what? Let's get to it. All right. New game. Invite only. What should we name it? What should the save be called? Burger King. Okay. Sure. Burger King. My Butts Valley. Where are we going? Also, am I in the way at all? I think my camera's out of the way, right? We're going to your butt, or we're going my butt? There's only 2 maps. Your butt by my butt. No, it's only these 2. My butt. Okay, my Butts Valley. That's great. Wait. I had to turn the volume down just a little bit. I don't know how loud it's gonna be. Is this the first map? I think this is the first map, right? My butt. All right, how do I invite? Invite. Smidge. Critty. Oh, do I have a push to talk button? Keybinds. Push talk, push talk, push talk. Push talk. There we go. Hey. What's up, dudes? Hi. Oh, hey. We can smog. Man, door, hand, Oh. book, car. Oh shit. Yeah, I can see my... Whoa! Critty, let me go! Critty! Can I push you? Christy! Critty! Help! Oh, I was freed. I'm lighting a cigarette under the water. What's up? What's up, Lindsay? We're playing a new game today. It looks really nice, really cool. Let me go, Christy. Go, Christy. Christy. Fuck. Also, Critty, if you're talking, we can't hear you. Just the way you look. Make sure you're set to push to talk or act. How do you... Is there a sprint button? Or are we just always this speed? I think we're always the speed. That's the fuck, boy. Why does Critty look old? We all look old. Just a bunch of dudes. Yeah, I threw my cigarette on the floor. I already like this game. So good. Why are you so fat? Oh! Wait, if you press 2, you move faster. Oh, I can't test it now, but I saw the icon. Oh my god! Dude! So fucking... How do I get? No! Please save me! Oh my god! Hey, dude, you go flying! What's this game about? We drive that. I think we gotta get up like a hill or something, or like a mountain on the RV. Wait, don't move. Don't move. Hey. Board that. I'm not aboard that. How did that? Oh, so if you take a puff of your cigarette, you move faster, I think. Oh, yeah, Hi, Critty. You're still not talking. But I figured out. Wasted a burger. Smidge's eating all the burger. No, I wasted it on the floor. Oh, what the heck? And oh. Oh, this looks cozy. Can I put that? Wait, I saw a place. Okay, Bam. The burger's just gonna be on the floor. I put an empty beer can here. I don't know if it's gonna do anything.
I gotta get a full one. Hold on. Do you have any full motor oil? I feel like this is gonna be important. Sky, I need to test something. I'm so sorry. What's that? You just throw a needle at me? I thought it would. No, Just it's a throw- dart. Oh, a dart. I can sit down. Dude. Open the window. Open the window. Stand up. Do you also have your field of view cranked? Yes, absolutely. Okay, me too. It's necessary. Cree. Whoa. Cree, wake up. Oh. Don't worry, we're still getting used to the controls. Cree, you got some time. I found a freaking lot of beer. Score. Yeah. Oh, I think so. Let me see. put it on the shelf. Can't attach here. Can I put it? Oh, bam. In the fridge. I guess we should scavenge. What's this? EpiPen. Walkie-talkie? What does this do? We have an EpiPen now. I don't want to waste it. That's a huge freaking EpiPen. Oh my god. If you look at the top of our screen, I think the little like EpiPen looking thing is the EpiPens. So there's like maybe a heal. Pretty What's suffering. this? Cassette. I found a walkie-talkie. I'm gonna put it right here. Oh. Hello? Hello? Yo. Oh, you're not picking up. Hello, hello? Yeah, you're not coming through. Yeah, I'm getting nothing. Can you hear me? I think our batteries are dead. Can you not hear me through that? No, nothing. I can hear it start up, but that's I it. can literally hear myself through it. Hello, hello? Okay. Oh, we can put it on tool rack. Oh, there's a hammer? Wait, Critty, look out. You look out! Great! Let go of me! Okay, dude. You're getting it. I'm gonna puff my cigarette underwater. Hey, guess what? No, wait, Crispy, I got coffee. No. Get away from me. Get away from me. Kirsty, get away from me. I swear. Yeah, how you like that? Wait, I'm drinking my coffee. Wait, I'm faster. The coffee makes you fast as fuck, boy. Wait, press Oh my press God. 2. Press 2 and see if it makes you you're cruising. Get away! Christy, is everything okay? Your mic is just not having it.